des années 70 aux États-Unis où il y a eu un énorme mouvement féministe dans ces années-là et une DRH et écrivaine qui s'appelle Marilyn Loden a utilisé pour la première fois cette notion plafond de verre qui encourageait les femmes en fait à se créer leur propre voie, de s'appuyer sur leurs forces pour changer les modèles dans leur propre entreprise et sortir de ce modèle de leadership dominé par les hommes. Donc ça provient de ces mouvements américains. Après, ça a beaucoup été démocratisé, cette notion de plafond de verre, notamment par des célébrités. Je repense à des célébrités américaines. Hillary Clinton l'a Oui. utilisé dans son discours en 2016. Il y a eu Kamala Harris aussi qui l'a utilisé également dans son discours d'investiture. Donc on l'utilise beaucoup. C'est la notion de plafond de verre fait référence aux barrières souvent invisibles que les femmes ont lorsqu'elles ont un développement dans leur carrière professionnelle, les freins qu'elles peuvent être confrontées dans leur développement de carrière. Et donc ça peut être des barrières liées au prédéterminisme scolaire, ça peut être aussi la reproduction sociale, ça va être aussi la surreprésentation des hommes dans certains secteurs d'activité. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit de ces fameux plafonds de verre ou barrières, c'est qu'elles sont souvent extérieures aux femmes, elles ne sont pas liées à leurs compétences, elles ne sont pas liées à leurs talents, elles ne sont pas liées à leurs forces, mais bien à des facteurs extérieurs et aux préjugés inconscients qu'on peut avoir. C'est important aussi d'identifier où elles sont. Vous dites que c'est effectivement, ça a été identifié aux États-Unis dans les administrations. Et Camille Chaise, est-ce que c'est important de dire que finalement ce plafond de verre est partout, réellement partout dans toutes les structures? Alors, il est partout et je trouve intéressant d'utiliser justement cette expression parce que, assez bizarrement, on a aussi des lois, nous, qui poussent à positionner des femmes à certains niveaux hiérarchiques dans l'administration. Donc, en même temps, il y a cette régulation légale et en même temps, on voit qu'il y a parfois des difficultés pour l'administration de réaliser ces nominations. Et donc là, ça nous renvoie clairement à ce plafond de verre, à ces barrières, à l'invisibilité de tout cela. Et donc, c'est bien d'avoir des lois, mais c'est encore mieux de faire changer les pratiques. Alors, est-ce que ça existe au sein du ministère, par exemple? Alors, c'est assez bizarre au sein du ministère. La première chose, c'est qu'on est des très vieilles organisations. Par exemple, la fonction de préfet, ça a été créé sous Napoléon, ça a 200 ans d'histoire. Les forces de l'ordre en général sont vraiment anciennes dans leur construction et avec imprégné cet imaginaire collectif que c'est un métier d'homme. C'est des fonctions d'autorité. D'ailleurs, il y a une campagne dans les années 80 qui s'appelait Policier, un métier d'homme, etc. Donc, on est tous empreints de ça dans l'imaginaire collectif. Donc ça, c'est la réalité qui remonte à des années. Sauf que dans les faits, on voit qu'on a des taux de féminisation qui sont relativement bons. Par exemple, dans la police, il y a plus de 30% de femmes, c'est très bien. Parmi les préfets et préfètes, il y a aujourd'hui presque 35% de femmes préfètes dans ces missions. Donc on voit qu'il y a des belles réussites. Par contre, il y a clairement des angles morts. Par exemple, chez les sapeurs-pompiers, on a seulement moins de 10% de femmes qui sont officiers sapeurs-pompiers. Donc, on voit qu'on a quand même des pans où on n'est pas du tout, on n'est pas du tout à l'heure sur ces sujets. Et donc, ça renvoie à tout ce qui est lié aussi à l'image, à la communication interne, à l'image externe que l'on véhicule et finalement aux valeurs qui doivent évoluer aussi autour de ces métiers. C'est pas seulement un métier d'autorité, c'est aussi des métiers où il faut de l'innovation, il faut du management moderne. Tout ça pour aussi attirer davantage de femmes vers ces métiers. Quand je vous écoute, on a l'impression que le plafond de verre, c'est autant dans la présence simplement des femmes dans certaines fonctions que dans le fait d'atteindre un certain niveau. On a finalement deux lectures de ce plafond de verre. Quand je vous écoute, Camille Chaise, là, on est carrément dans la présence ou l'absence de femmes dans certains métiers, finalement. Oui, après, il y a les choses qui évoluent. Par exemple, chez les CRS. Les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, pendant très longtemps, il n'y a eu que des hommes. Il y a un peu plus de 20 ans, il y a eu les premières femmes. Elles étaient vraiment très, très peu nombreuses. Les premières femmes officiers, puis commissaires sont arrivées encore après. Aujourd'hui, la chef des CRS, c'est une femme. C'est la première de l'histoire des femmes. Et on voit que d'année en année, on grignote des pourcentages. Alors, ce n'est pas que des statistiques, c'est aussi un mode de fonctionnement très différent qui se met en place. Et au fur et à mesure que certains connaissent des femmes qui le font, qui aiment ce métier, qui le font aussi à leur manière, avec des nouveaux profils qu'on arrive à montrer et qui s'épanouissent aussi dans ces missions. Ça donne envie à d'autres de le rejoindre. Donc, c'est vraiment un effet crescendo. Et c'est ça pour les métiers les plus orientés vers l'intervention parmi les forces de l'ordre, par exemple le RAID, le GIGN,
pareil, cette arrivée des femmes, finalement, n'est importante que depuis quelques années. Jenny, quels sont les avantages? Parce qu'il faut vraiment dire qu'une fois que cette situation sera terminée, on sera dans un monde meilleur, on peut le dire. Quels sont les avantages concrètement pour les entreprises de mettre fin, de briser ce plafond de verre, Jenny? Il y en a beaucoup, Ben oui. évidemment, à condition que ça soit vraiment, à mon sens, porté de manière très profonde par les entreprises. Sinon, ça fait un peu un effet, on va dire, bullshit, mais les entreprises ont vraiment pris conscience de l'intérêt d'avoir une égalité professionnelle au sein des entreprises, notamment pour un aspect de marque employeur qui est très présent aujourd'hui, notamment dans cette période de tension sur le marché du recrutement où on a des pénuries de talents. Et donc, on doit dynamiser sa marque employeur. Et pour le faire, c'est sûr que d'avoir en interne des politiques d'égalité salariale qui sont vraiment portées, ça va vraiment avoir un effet positif sur l'attractivité et la rétention de collaborateurs. Donc ça, c'est un premier aspect. En entreprise, ce que j'y vois aussi, c'est un meilleur climat social qui va être beaucoup plus positif quand on va avoir une plus grande mixité et un risque juridique qui va aussi s'atténuer puisqu'on va avoir potentiellement moins de litiges qui vont avoir lieu grâce à ça. Et puis, ce qui est surtout important pour une entreprise, c'est sa rentabilité, sa profitabilité. Et il y a des études qui ont démontré que d'avoir plus de femmes au sein des fonctions dirigeantes, ça a apporté plus de profitabilité pour l'entreprise. Que des aspects positifs. On a déjà des réactions. Julien nous remercie de ce thème qu'il trouve intéressant. Sandra nous écrit sur LinkedIn: est-ce que des femmes n'ont-elles pas aussi changé leur regard sur la capacité à agir sur ce plafond de verre et peut-être sur celui qu'elles ont d'elles-mêmes, sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ne sont pas finalement plus actrices au-delà du fait qu'on les demande davantage en entreprise et dans les administrations, Camille Chaise? Alors, nous, dans l'administration, alors c'est valable pour mon administration, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, mais aussi pour les autres ministères, on a mis aussi en place des formations, des moments de coaching partagés entre femmes. Et ça, c'est des moments où, en fait, il y a beaucoup de discussions, de partage d'expériences. Et je pense que là, c'est des bons moments pour faire tomber ces barrières, où on voit une femme un peu plus avancée que nous dans la carrière arriver, oser aller sur des postes dont on se poserait pour certaines quelques questions sur notre capacité, sur la gestion finalement de ces postes avec énormément de responsabilités. Et je pense que ces formations ont fait beaucoup de bien, en tout cas à mon administration, en ouvrant le champ des possibles, en ouvrant les horizons. Et oui, on a un travail sur l'imaginaire collectif général dans la société qui est encore empreinte de patriarcat, mais on a aussi un travail important à faire de coaching, de réassurance des femmes qui ont toutes les capacités pour le faire, mais il faut oser y aller et de pouvoir échanger, ça change les choses. On est un petit peu dans les généralités ici. Jenny, on va se demander peut-être comment ça se caractérise concrètement, cette inégalité dans l'évolution professionnelle des femmes? Ça va se caractériser à plusieurs niveaux. Il y a une étude du CEREC qui a été faite il y a quelques années. Donc le CEREC, c'est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Et ils ont montré qu'il y avait une ségrégation d'abord horizontale des femmes dans l'entreprise, qui était un frein pour elles en termes de développement. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qui ont des postes avec moins de responsabilités et qu'elles avaient aussi moins d'accès à l'emploi durable, au CDI. Après, il y a la ségrégation verticale. Donc là, je rentre dans des termes techniques RH, mais c'est une réalité où il y a moins de femmes qui ont accès à des postes de cadre. Vous avez 21% de femmes versus 28% d'hommes qui sont cadres aujourd'hui. Et les femmes mettent aussi plus de temps à devenir cadre au sein de l'entreprise qu'un homme. Donc, c'est une vraie réalité de manière horizontale et verticale. Et si on prend l'entrepreneuriat, qui est mon sujet particulièrement, dans l'entrepreneuriat, il y a des choses qui changent, évidemment. Il y a des aspects très positifs aujourd'hui, mais il y a encore moins de femmes qui entreprennent. Vous avez seulement 32% de femmes aujourd'hui qui sont des entrepreneurs. Et ce qui est le plus flagrant, je crois, c'est dans les demandes de financement de fonds, de levée de fonds qu'on peut voir dans l'écosystème aujourd'hui start-up. Vous n'avez que 2% des projets qui sont financés pour des femmes. Voilà. Tout le reste, c'est des levées de fonds qui sont faites pour les hommes. Donc les femmes ne représentent que 2%.
Plusieurs questions. Aurélie nous demande, Camille Chaise, c'est pour vous, est-ce qu'il y a un lien entre le pourcentage de femmes et la contrainte horaire dans les métiers dont vous parliez tout à l'heure, par exemple les pompiers et les gardes de 24 heures? Oui, Forcément. complètement. Alors, les gardes de 24 heures, elles existent encore, mais plus partout, de plus en plus aussi sous le fait de la législation européenne. On est en train de revoir nos cycles horaires, mais c'est une vraie contrainte. Beaucoup de policiers sont d'alternance, parfois de jour, parfois de nuit, avec des horaires décalés. Donc, ça veut dire une structuration familiale à mettre en place. Donc, oui, c'est une vraie contrainte. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est des jeunes femmes dans le métier qui, au moment d'avoir des enfants, prennent des missions, ce qu'on appelle fonction support. Donc voilà, plus soit administratif, soit judiciaire, avec un encadrement horaire assez particulier. Et puis, quand les enfants sont un peu plus grands, vont revenir vers des métiers plus de terrain. Donc on voit aussi ces évolutions de carrière. L'avantage du fonctionnariat, c'est qu'on peut, à différents moments de sa vie aussi, demander par le biais des mutations des aménagements. Mais c'est vrai que c'est un vrai frein. Et sur les fonctions sommitales aussi, j'ai en tête des jeunes mamans que j'ai pu voir vraiment se questionner sur la capacité et sur l'envie aussi, tout simplement, alors qu'elles prennent des fonctions très difficiles, alors qu'elles ont envie peut-être de passer du temps avec les jeunes enfants. Donc, c'est vraiment des questions complexes. Moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que ces mamans, ces jeunes mamans, elles y arrivent en fait. Il y a des fois un coup d'entrée difficile, des débuts de poste qui sont effectivement très difficiles en termes de rythme, d'organisation. Certains ont de la famille, d'autres pas. Certaines aussi ont un soutien de l'autre parent ou pas d'ailleurs. Et donc le coût d'entrée peut être très élevé, mais tout y arrive au fond, au final. Et après, faut qu'elles aient conscience que c'est possible. Et donc plus aussi de jeunes femmes arrivent à ces fonctions sommitales, plus ça leur montre que c'est tout à fait gérable et possible. Ça amène une question. Il y a quelques années, on voyait les premières femmes arriver à des postes de direction. Là, je parle en entreprise, évidemment. Et pour autant, elles n'avaient pas forcément l'envie ou peut-être les moyens de mettre en place une politique et des recrutements qui étaient plus favorables aux femmes. Est-ce que ça, c'est en train de changer, Jenny, d'après ce que vous voyez, où on a encore un système derrière qui résiste, en quelque sorte? Moi, je suis convaincue que ça change et je le vois tous les jours dans les entreprises. On n'est pas encore à l'équilibre, c'est vrai, mais en tous les cas, on a de plus en plus de rôles modèles qui nous entourent et de femmes qui sont dirigeantes. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on voit aujourd'hui, mais en tous les cas, on commence à quand même à percevoir qu'il y ait beaucoup plus de dispositifs qui se mettent en place dans des entreprises qui vont faire valeur d'exemple derrière pour se démocratiser. Donc j'ai l'impression qu'on est à cette période où on est en train de tester de plus en plus de dispositifs, que ça commence à produire des effets positifs. Donc on s'aperçoit que ça fonctionne très bien et que la prochaine étape, ça va être de démocratiser pour vraiment implanter le fait qu'une égalité femmes-hommes en entreprise, ça n'a que des bénéfices. Est-ce que briser le plafond de verre, Camille Chaise, c'est le fruit d'une action individuelle ou alors c'est le fruit de la structure dans laquelle on se trouve, entreprise ou administration, qui peut agir et qui peut-être faciliter certaines situations? C'est les deux. Il faut avoir l'envie individuelle d'y aller, mais c'est rendu possible que si la structure s'y prépare. Pour nous, au ministère de l'Intérieur, c'est doublement important de cette féminisation pour les évolutions et la parité qui nous est chère, mais quelque part, ça dit aussi quelque chose de la volonté d'en finir avec les rigidités au sein de notre administration, sur l'ouverture aussi au reste de la société. Finalement, la féminisation, c'est la même chose quand on va essayer de recruter à l'image de notre société, c'est-à-dire des jeunes qui, pour certains, viennent de banlieues, de catégories sociales différentes. Donc tout ça, c'est la même volonté de diversification, de transformation de notre sociologie qui est importante pour nous. Et donc voilà, il faut que la structure évolue aussi pour que les choix individuels, finalement, rendent la chose possible. Jenny, vous qui êtes directrice générale du Mercato de l'Emploi, vous connaissez effectivement bien les entrepreneurs et cette façon de travailler. Est-ce que l'entrepreneuriat est le futur de la femme au travail, finalement? Est-ce que, je veux dire par là, est-ce que l'entreprise a montré ses limites déjà, ou est-ce qu'on peut aller encore plus loin vers l'idéal auquel on aspire toutes? Alors, je crois
qu'il n'y a pas de modèle unique. J'aurais tendance à favoriser l'entrepreneuriat Oui. parce que je crois que ça permet quand même de créer son propre destin. Et Son propre cadre aussi. son propre cadre. Moi, j'ai plus de 65% de femmes dans mon réseau aujourd'hui et je vois toutes que si elles sont parmi nous, c'est bien parce qu'elles ont atteint des limites en entreprise, qu'elles n'ont pas pu avoir l'évolution qu'elles voulaient. Donc, elles ont fait le choix aujourd'hui de le faire par elles-mêmes. Donc, forcément, j'ai une attention particulière pour l'entrepreneuriat dans le fait de pouvoir s'émanciper et briser le plafond de verre parce qu'on va se fixer ses propres objectifs, on va aller là où on veut aller. Il y a quand même, je le vois au quotidien, elles ont plus ce syndrome de l'imposteur malgré tout. C'est pas parce qu'elles entreprennent que d'un coup, elles en oublient toutes les propres contraintes qu'elles se sont ou barrières limitantes qu'elles ont. Mais en tous les cas, on va les accompagner à faire en sorte d'oser, de voir plus grand et c'est certainement plus facile. Camille Chaise, c'est quoi votre point de vue sur cette question-là? Est-ce que l'entreprise a atteint sa limite? Est-ce qu'il faut aller chercher individuellement ailleurs, créer sa propre entreprise peut-être pour avoir ce qu'on veut, cet idéal du travail féminin? Moi, je dis souvent à mes collègues avec lesquels je peux parler justement des évolutions de carrière au sein de l'administration, je dis si on vous ferme une porte, rentrez par la fenêtre. Je pense que cette volonté d'aller au-delà, elle existe aussi pour les fonctionnaires et on peut, dans des structures qui malgré tout ont leur rigidité, arriver à s'épanouir et à trouver son espace, à le créer s'il n'existe pas. Mais c'est sûr que ça demande de l'énergie, de la volonté. Et je pense que cette qualité d'opiniâtreté qu'ont les femmes est nécessaire. Et c'est peut-être plus dur, effectivement, de bouger ces lignes. Après, moi, je suis 100% et jusqu'au bout des ongles service public. Donc, je vous dirais bien qu'il est possible de faire son trou et de créer ces modalités aussi de travail. Quelque part, le Covid, le télétravail aussi nous a beaucoup aidés dans ma structure. Avant le Covid, c'était du 100% présentiel et il n'y avait rien à y faire. Aujourd'hui, tout ça, ça a été un chamboulement managérial aussi. Et je pense que ça aide beaucoup de personnes et notamment beaucoup de femmes à revoir aussi les modalités de travail et à s'organiser autrement et c'est totalement nécessaire. C'est une question d'organisation, vous l'avez dit. Sabrina nous demande, quid de la cellule familiale? La femme est-elle soutenue? On ne peut pas envisager aujourd'hui, à l'inverse des hommes d'ailleurs, le travail de la femme, ce plafond de verre, sans parler de sa vie privée et de son rôle énorme dans sa gestion de la cellule familiale, justement, Camille Chaise. Ah, complètement. Après, le soutien, il peut prendre plein de formes. Hein. Oui. Ça peut être le ou la conjointe, ça peut être de la famille, ça peut être des super systèmes de nounous. Moi, j'ai des collègues qui ont 2, 3 nounous et c'est un casse-tête, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent réussir à briser ce plafond de verre que s'il y a du soutien de personnes aidantes, quelle que soit la nature de ces personnes, et de ces personnes qui entourent aussi avec beaucoup de sympathie, d'attention, parce que oui, malgré tout, tout ceci repose davantage sur les femmes que sur les hommes. Jenny, est-ce qu'il existe une tendance vers une nouvelle conception du leadership plus multidimensionnel, paritaire? C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais comment on pense finalement le travail de demain? Vers quoi on va? Qu'est-ce qui serait l'idéal? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on est effectivement quand même en train de s'extraire de ces modèles de leadership à domination masculine avec des modèles plus collaboratifs. Je crois que c'est aussi le fonctionnement de l'entreprise de demain. C'est assez associé aussi à tous les phénomènes qu'on est en train de vivre. Camille parlait de flexibilité post-Covid. La flexibilité, toutes les crises qu'on est en train de vivre, fait qu'aujourd'hui, on va s'appuyer plutôt sur des modèles qui vont être plus collaboratifs, qui vont être plus basés sur la résilience, l'écoute, l'intelligence collective au sein de l'entreprise et des leaders, et que ça va se partager entre les femmes et les hommes. Donc, c'est cela que je vois. Qu'est-ce que vous en pensez, Camille Chaise? Je suis complètement d'accord et c'est pour ça que c'est aussi important. C'est important pour les femmes, c'est important pour la vie de chacune, mais c'est aussi important pour transformer les entreprises et les administrations. Et comme je vous le disais, nous, on est une vieille administration, mais je vois depuis quelques années que tout va très vite. Je vous prends un autre exemple autour du préfet de police. Il y a aujourd'hui 3 femmes et c'est elles qui l'aident à faire tourner cette grande machine qui est la préfecture de police et elles y mettent toute leur ardeur et toutes leurs tâches et quelque part ça transforme cette institution séculaire et c'est aussi pour ça que c'est aussi important. On parle ici de la place des femmes dans les postes et dans des postes de direction. On parle peu encore des salaires et de l'égalité des salaires, mais ça fait vraiment partie du problème et il y a un vrai blocage à ce niveau-là, peut-être d'éducation chez les femmes elles-mêmes et dans les structures. Comment faire avancer ça, Jenny?
Alors, c'est exactement ça. On le voit, je pense que c'est déjà un problème où il faut revenir à la source, à l'éducation des filles. Avant tout, j'avais lu une étude qui ressortait de la revue Science qui disait déjà à l'âge de 6 ans, les filles se sentent moins intelligentes que les hommes. Donc forcément, derrière, quand on leur demande d'aller Oui. négocier leur salaire, on part de loin. Donc un des leviers, c'est vraiment d'aller euh, euh, faire en sorte que les filles, elles se sentent plus confiantes en elles dès le début. Et puis, il y a effectivement derrière, en grandissant, dans leur culture des études ou dans leur expérience professionnelle, valoriser les femmes, se dire, moi, il y a une expression que on dit briser le plafond de verre, mais on dit souvent qu'avant tout, c'est le sol qui est collant. C'est une femme qui a exposé ça avant, de dire, c'est nous qui nous mettons nos propres contraintes et nos propres barrières aussi, et qu'on doit sortir de l'exquisite ou du syndrome de l'imposteur pour, quand on est face à des managers, avoir le courage de négocier son salaire comme les hommes. Je lisais une étude la semaine dernière qui disait que les petites filles avaient moins tôt de l'argent de poche et qu'elles en avaient moins au même âge que les garçons. Donc à la fois, ce sont des limites qu'on se donne, mais qu'on nous donne, que le système nous donne. Comment on fait pour lutter contre ça, faire que cette volonté de gagner la même chose que les hommes soit aussi inclus dans les demandes des femmes, Camille Chaise? Alors nous, dans l'administration, on a des grilles de salaire. Donc sur le salaire brut, il n'y a pas de sujet. Il y a différents sujets néanmoins. Il y a le sujet des primes. Et donc là, normalement, nos DRH regardent que dans les primes qui remontent, il y a un prorata par rapport au nombre de femmes dans les services. Donc normalement, il y a un contrôle plutôt ex post des primes. Et nous, il y a quand même la question des congés maternité, où certaines femmes peuvent avoir une sorte, on va dire, de coup d'arrêt au moment des congés maternité, où on va les sortir de tout un tas de dispositifs d'indemnisation ou de complément de salaire, parce que c'est des périodes où elles ne sont pas sur le terrain et où elles n'ont pas participé de près ou de loin à des opérations de sécurisation majeure. Donc le diable se niche dans les détails. Et même si sur le papier, il y a une égalité de salaire et on peut s'en féliciter, il y a encore beaucoup de détails de ce type qui disent quelque chose. Et je suis assez d'accord avec vous, il faut qu'on apprenne aussi à monter au créneau pour notre égalité professionnelle, même si on a tout un tas de règles qui encadrent les choses. C'est aussi à nous d'avoir ce courage d'aller voir son chef et de réclamer la prime à laquelle on a droit. Oui, je pense qu'il faut que ça fasse aussi partie des formations. Sabrina témoigne, les femmes doivent se détacher de la culpabilité qu'elles peuvent avoir tant de la société que de la cellule familiale. Sur leur dos pèse le développement de la société, un sacrificiel constant. C'est une réalité, effectivement. Et Aurélie nous demande pourquoi beaucoup de métiers demandent des horaires larges ou des week-ends et les crèches ne sont pas ouvertes les soirs ou les week-ends. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est aussi toute la société à côté qui doit suivre. Moi, j'ai un exemple très concret, c'est l'année prochaine, les Jeux Olympiques à Paris. Vous le savez, tous les policiers, les gendarmes, les agents de préfecture sont mobilisés tout l'été. On n'a pas le droit de prendre des congés et on est content d'être au travail parce que c'est des moments forts et on est fiers pour notre pays. Mais concrètement, comment on fait, comment font les femmes. Donc effectivement, on est en train d'avoir toute une politique sociale adaptée parce que les femmes et les hommes d'ailleurs ont le droit de partir aussi en congé avec leurs enfants. Il faut qu'il y ait des systèmes de garde qui fonctionnent pour ceux qui vont travailler. Donc on voit bien que par le biais d'une action comme celle-ci, ça ouvre le champ de tout ce qui se passe dans le reste de la société. Et il faut que ce soit un accompagnement finalement de l'ensemble de la société sur ces sujets. Donc oui, ça reste important. Question pour vous, Jenny, de Michael qui nous l'envoie par mail. Une entreprise comme 15 Tech met en avant les femmes dans les entreprises tech. Pensez-vous qu'il manque des structures ou des sites mettant en avant les femmes alors qu'elles sont aussi aptes à pouvoir entreprendre et gérer des entreprises aussi bien que les hommes? C'est ça, il manque des structures, de l'aide. Pourtant, il y a déjà beaucoup de structures auxquelles faire appel, non? Effectivement, il y a déjà des structures, mais je crois que ce qui nous manque, notamment dans la tech, c'est des rôles modèles, des personnes qu'on y revient. Effectivement, plus on va pouvoir se sentir légitime et de voir que d'autres l'ont fait,
plus on va se dire que c'est possible. Donc c'est de la transparence et puis de mettre vraiment en avant voilà, d'autres femmes qui ont réussi à le faire, notamment dans des métiers de la tech qui nous paraissent encore plus éloignés pour nous les femmes. Camille? Nous, on recrute beaucoup dans les métiers numériques au sein du ministère de l'Intérieur. On a plus de 500 postes et on voit effectivement que nos candidats sont principalement des hommes. Et pour nous, c'est un vrai enjeu. On sait qu'on arrivera à bien recruter que si on arrive à féminiser. Et on a exactement le même sujet sur la sécurité privée. À l'approche des Jeux Olympiques, de façon analogue, on sait qu'on a besoin beaucoup d'agents de sécurité privée et c'est féminisé à moins de 20% actuellement. Et on sait qu'on arrivera à remplir nos objectifs et à avoir suffisamment de personnes formées au moment des JO seulement si on arrive à féminiser. Donc, c'est vraiment pour nous le numérique et la sécurité privée les deux enjeux majeurs et c'est seulement par effet boule de neige qu'on y arrive avec des rôles modèles et avec suffisamment de femmes qui sont dans ces métiers, qui en disent du bien, qui s'y épanouissent pour faire venir d'autres. Et ça, malheureusement, ça prend du temps et le temps nous est compté. Dernière question pour toutes les deux. Quels conseils vous donneriez pour progresser dans sa carrière lorsqu'on est une femme? Il y en a plusieurs, mais s'il y en avait quelques-uns qui vous venaient en tête, par exemple, Jenny? Alors, ça peut paraître un peu bête ou tarte à la crème de dire ça, mais je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, et on en a parlé pendant cet échange-là, mais de sortir de ces barrières limitantes qu'on peut avoir ou des contraintes qu'on peut se donner. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, c'est possible. Il faut oser, il faut prendre son courage, il faut trouver l'organisation et s'appuyer sur les hommes, et de prendre son destin en main, que ce soit en entreprise ou dans l'entrepreneuriat. Donc moi, ça serait le meilleur conseil que j'aurais. Et pour terminer, on n'en a pas beaucoup parlé de la place des hommes dans ce combat-là, mais je suis assez convaincue de l'importance de la mixité et de l'impact des hommes et le fait que, pour moi, ce combat de l'égalité, il doit avant tout se jouer avec les hommes. Donc on doit trouver les moyens aussi, nous, en tant que femmes, d'embarquer les hommes avec nous et de les embarquer dans nos actions pour faire en sorte qu'on aille vers ce chemin d'égalité. Camille Chaise. Un peu pareil, oser se lancer, être bien entouré, parce qu'en cas de coup dur, quand on a autour de soi des personnes aimantes, hommes ou femmes, qui vont vous aider à avoir aussi cette opiniâtreté, à continuer à aller de l'avant quoi qu'il arrive, c'est sans doute les conseils que je donnerais. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'avoir témoigné sur ce sujet. On a eu énormément de réactions. Quand on a autant de réactions comme ça veut vraiment dire que, finalement, on a vu juste dans le choix de ce thème, les femmes en entreprise, comment briser le plafond de verre, qui fera probablement l'objet d'une autre émission, tellement ça vous parle. Effectivement, merci Jenny Gauthier d'être venue nous voir, directrice générale du Mercato de l'Emploi. Vos interventions sont toujours extrêmement intéressantes. Merci Camille Chaise d'être venue nous voir, porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, de nous avoir parlé de ce qui se passe dans votre administration. La suite des programmes sur BFM Business, le meilleur des experts entre 13h et 13h30 à suivre avec Nicolas Dose. Et à 14h, n'oubliez pas cette édition spéciale du Monde de Poincaré, présentée exceptionnellement aujourd'hui par Patrick Sauce. Nicolas Poincaré sera en direct d'Israël. Une analyse complète de la situation en ce moment. Elle évolue très très vite. C'est une édition spéciale à suivre en direct à 14h. Passez une très bonne journée sur BFM Business. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Nice, 104.4. Qui dit dialogue dit aussi anticipation des sujets pour permettre aux entreprises de trouver des solutions avant d'aller à la cessation des paiements. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. Si on mettez ces deux chiffres en parallèle, vous comprenez qu'un cancre comme la France s'engouffre dans une brèche phénoménale qui consiste à dire plus je fais de cadeaux, plus je gagne d'argent. BFM Business à Bastia, 103.4. J'insiste sur le partage de la valeur. Je crois que les salariés doivent être davantage bénéficiaires des progrès d'une entreprise à l'avenir après ce plan de relance. Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com. Maintenant on va voir, tout est possible, et puis les marchés, au milieu de ces arbitrages techniques, se feront une joie de jouer à la hausse ou à la baisse ces ajustements.